On a rencontré au tout début quelqu'un qui était Gérard Vachon-France, qui était psychiatre et qui a un peu dit que peut-être on pouvait démarrer une structure de type, ça s'appelait des CHA, des centres d'hygiène alimentaire, et en 83, et d'alcoolologie. C'est-à-dire que c'est intéressant de savoir comment les mots aussi ont... Voilà. Gérard Vachon-France disait l'alcoolologie, parce que c'était de l'alcoolologie, c'est une pathologie du regard. Et là, notre philosophe en a parlé. Et je rêverais de faire un travail sur la paupière. Parce qu'effectivement, de ce qu'il évoquait, de ce qui est le sens, qui permet, on le voit dans les pays asiatiques, que tout d'un coup, on baisse le regard, on arrête, grâce à la paupière, au fond, cette oppression que peut représenter ce sens. C'est très différent de ce qu'il évoquait de l'oreille et autres. Dieu aurait pu inventer la paupière pour l'oreille, il ne l'a pas fait. Donc je pense que dans ces histoires-là, il y a tout ce que nous avons petit à petit évoqué, bricolé. Et si on est là, c'est au tout début, vous m'interrogez sur disant, Madame, pourquoi faire ce travail autour de la culture? Ben oui, il y a 38 ans, on a démarré des propositions d'ateliers d'écriture. Et dans le soin, c'était quelque chose dont on ne nous demandait pas de faire. Et je me souviens qu'à l'époque, la DAS qui gérait cette, cette association, donc qui était l'AMPA, qui est maintenant Addiction France, quand on a proposé de faire un atelier d'écriture, on nous a répondu on vous demande pas. Et je crois que pendant 2 années, avec Véronique, on l'a fait gratuitement. Parce que ça ne correspondait pas du tout, effectivement, à ce qu'on nous demandait. Il faut s'occuper des gamins GT, etc. Après, voilà, ils nous ont laissé faire. Bon, maintenant, ça serait plus compliqué sur les notions d'assurance et de savoir si c'est normé ou pas. Et si effectivement, nous avons tous vécu récemment ce qui était je veux dire, des observations indispensables au niveau d'audit et qui, à un moment donné, va nous mettre en situation peut-être de résistance parce que c'est pas concevable qu'on norme tellement tout et dans des choses d'une absurdité totale où la temporalité telle que ça a été évoqué par mes deux collègues sont loin de là. Alors, vous imaginez, donc il y a une quarantaine d'années, c'est intéressant sur la question de qui nous sommes. Parce que l'alcoolologie était autour de la plupart du temps de personnes issues de mouvements d'entraide, et particulièrement Vie Libre, les alcooliques anonymes, etc. Donc maintenant, on a aussi les alcooliques anonymes, et tant mieux et merveilleusement, les narcotiques anonymes, etc. Mais ça pose la question de fait que je suis alcoolique, Eric alcoolique, si je suis aux alcooliques anonymes, et tout ce qui a été évoqué est un peu peut-être en difficulté. Et c'est ce qui a abouti petit à petit à cette notion de réduction du risque et des dommages. Parce que, et on le voit parce que de la place où nous sommes, la pharmacopée fait que toute personne ayant un problème d'alcool était sous un produit qui s'appelait l'Espéral, dont la contre-indication était totale de pouvoir consommer. Ce qui n'était pas à ce moment-là peut-être la légitimité d'être hors alcool. Donc c'est intéressant parce qu'on va voir petit à petit où j'ai pu être dans une structure ambulatoire, que ça passe, c'est merveilleux parce qu'on a l'histoire des sujets dans le temps. J'aurais pu, alors, certains le font dans des cabinets privés, etc. C'est différent. Et puis quand vous êtes hospitalier, c'est aussi pas la même chose, où là, il y a une horloge qui dit que le service sera payé sur 18 jours. En un an, c'était passé de 18 jours à 9, etc., pour que l'hôpital soit payé en termes de sevrage complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que là, il y avait une temporalité qui faisait que il faut qu'il reste que 18 jours ou 9 jours, sinon effectivement... Après, les centres de soins, les post-cures, n'ont jamais été évalués sur la pertinence que ça soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Comme ça. Donc on voit que là, il y a un espace-temps qui n'est en général pas du tout adapté. Et le médecin que je suis devant d'autres, on voit actuellement en addictologie 3 générations de patients. Est-ce que ce sont les mêmes? Bien sûr que non. Vous voyez? Alors, on a une bonne nouvelle pour les jeunes, on est vieux de toute façon tout de suite. On est 25 ans, c'est pas grave, on est de toute façon déjà vieux. Mais je veux dire que ça pose la question de la cohérence générationnelle, culturelle, événementielle. Nous, quand on a démarré l'alcoolologie, c'était des messieurs de 40, 50 ans qui bleu-blottaient et qui convulsaient quand ils n'avaient pas leur dose.
Rien à voir avec les personnes, effectivement, qu'on verra pas. Donc, on a nécessairement eu cette langue que j'évoquais, cette langue de l'alcoologie, qui est devenue addictologie en 2007. Et c'est relativement récent. Et ça n'a pas été si simple de dire que, je me souviens d'avoir été au ministère où le toxicomane, on avait des pages entières où au ministère, on avait tous des experts merveilleux, écrit le toxicomane, etc. Oui, je veux dire, pas facile de sortir des représentations, même quand on est dans le soin. Donc, on voit que cet antre, comme il a été évoqué par François Julien, ces interstices. Je me souviens, moi j'ai été voir les structures de soins, vous voyez, parce que je trouvais que c'était important d'aller voir où se situaient les soins de suite qu'on appelait post-cure ou cure. Et puis il y avait un truc qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait toujours le lieu des patients. Comme un espèce de... On a prévu des choses très bien ou des choses bricolées, mais les patients se mettaient, à l'époque, à Orthez, etc., sous un endroit qui était le pied de l'escalier. C'était là leur lieu. Il y a vraiment en addictologie toujours la question d'un braconnage. Et je pense que les alcoologues, addictologues que nous sommes, quelles que soient nos compétences, on est des braconniers. Parce qu'il faut connaître bien la forêt. Et là, on revient à cette notion de l'antre. Ces entre-deux, où c'est justement ce qui n'est pas attendu. Alors, assez rapidement, n'étant pas psychiatre, n'ayant pas de psychologue à l'époque, il a bien fallu qu'on bricole des choses comme et particulièrement le travail d'écriture. Il n'y a pas de personne que je rencontre sans que je leur pose un abécédaire à faire. Les produits, en général, alcool, cocaïne, tout ça, c'est... Le mot vitesse, le mot amour, le mot enfant, c'est un thème qu'ils choisiront, eux. C'est-à-dire que déjà, on est dans un espace ouvert. Un mot devient 20 mots, parce qu'on a retiré K, Q, W, X, Y, Z, et déjà ce prisme d'ouverture. Et un thème qu'ils choisissent eux. Et c'est interrogeant parce que le thème qu'ils vont choisir, une fois sur deux, ils ne le font pas. Intéressant de savoir qu'au fond, peut-être dans ces ouvertures-là, il faut un temps winnicottien. Vous voyez, je veux dire, je donne quelque chose et tu donnes quelque chose et on fait cette manière de tracer. La plupart du temps, tous reviennent avec cet abécédaire fait. Et de cet abécédaire, je leur propose qu'ils écrivent un texte avec les 20 mots qui ont été posés dans cet abécédaire. On a depuis 38 années, et Christophe Jeancart qui est dans la salle, qui a pris le relais, Daniel Carinti aussi, on fait un travail de groupe, d'atelier d'écriture sur un groupe fermé. On n'a pas beaucoup de temps, et je voudrais simplement rappeler pourquoi cela, au fond. Parce que c'est une manière, comme un biais qui a été évoqué, de ne pas être dans la frontalité. Souvent, par exemple, il est plus intéressant de demander à des personnes quel est le prix de leur consommation que de savoir combien ils consomment. Et je me souviens de cette personne à qui j'avais dit consommer ça par jour, et dans le mois, ça fait combien? Cette personne m'avait dit, j'avais pas osé de faire le calcul. Oui, on est toujours dans cette espèce de difficulté à pouvoir nommer les choses. Alors, cette manière de poser comme ça des cues, de sortir de l'histoire des produits ou des comportements addictifs, c'est d'emblée leur proposer de revenir à ce qu'ils sont. Je serais plus proche du deviens ce que tu es que du redeviens, comme on a évoqué tout à l'heure. Parce qu'il y a souvent cette espèce de surprise, et c'est vrai que la question de la surprise, et si notre intervenant était là, qui a été issu du grec, on est plutôt dans l'idée du kéros. On a à saisir, nous, l'art de cette opportunité. C'est le moment. Alors, dans tout ça, on raccorde, on bricole, on s'autorise, parce que la surprise, vous voyez, une surprise doit nous surprendre, mais pas trop quand même. Un tout petit peu devancer nos envies. Je veux dire que la surprise, elle doit d'une certaine manière être accompagnée, surtout quand les personnes que nous côtoyons ont une vie
tellement brisées dans les préalables de la petite enfance, de leur violence, de tout ce qu'elles ont subi, dans toutes les pertes, etc. C'est pas devant vous que je vais vous dire tout ça. Alors au fond, l'idée c'était de dire, certains m'ont déjà peut-être entendu, mais j'avais vu l'histoire des enfants bulles. Vous savez, ces enfants qui avaient des absences d'immunité pour pouvoir survivre et donc qui étaient dans une espèce de nouvelle couveuse et on a appelé les enfants bulles. Comme quoi souvent on nomme les choses, vous voyez, ou les êtres. Et quand vous voyez une sortie d'enfant bulle, c'est bouleversant. C'est en général la maman, quand c'est possible, qui va faire cela. Ça fait certains. Le premier enfant bulle avait vécu 14 ans dans cette bulle avant d'en mourir. Donc la sortie d'enfant bulle, regardez-moi 30 secondes, c'est de dire voilà, l'enfant veut sortir, souhaite sortir, mais il hurle et il fait ça. Il retouche la paroi de la bulle parce qu'ils étaient vraiment dans un espace de bulle. Et ça, vous vous dites, c'est ce qui se passe avec nos patients. Enfin, moi, je me suis dit ça. Donc, en fait, mon boulot, c'est un travail d'apprivoisement, de sortie de bulle. Parce que et c'est ça, c'est la récidive, la rechute, peu importe les mots, etc., la reprise des produits. On est bien d'accord que les produits ont été totalement utiles pour nos patients, parce qu'on ne prend pas des produits psychoactifs par hasard. Tu veux ma vie? Hein? Prends-la. Toi qui dis yaka. Donc il y a tout ça qui nous a permis peut-être de dire qu'au fond, on met des points. Regardez quand des personnes vous diront « Ah oui, j'ai vu quelqu'un, elle était sympa. L'infirmière machin à tel endroit, vous voyez. La personne à l'hôpital, c'est ça. » Et non, on s'en fout, les représentations, on regarde éventuellement. Mais il y a tout d'un coup ce contact, qui est un contact sensoriel, affectif. Alors le traitement aux urgences, bonjour, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose de possible. On revient au mot du possible. Alors, avec cela, on se dit que les produits ont été parois, contenantes. Alors, bien entendu, le sujet qui est sorti de sa bulle, ben, il a une histoire, il faudra qu'il soit entouré, accompagné, parce que maintenant, je fais comment? Alors, avec des produits modérés ou arrêtés, l'histoire d'amour fusionnelle avec ces produits ou ces comportements, c'est foutu. Et c'est pour ça que je me suis permis d'appeler l'histoire des jeux finis, des jeux infinis, dans cette idée qu'au fond, le côté game over, ça recommence toujours. Je recommence, game over, etc. Ben là, non. Le game over, c'est dans l'espace, on pourrait appeler l'espace infini. La relation infinie, avec le temps, l'espace, le produit. On a parlé du vieillissement, on a parlé de tout ça. Ben oui, à un moment donné, le côté transition silencieuse, on l'éprouve. Mais dans cet espace infini, tout d'un coup, quelque chose, la loi, la pathologie, les autres disent c'est plus possible, tu peux plus continuer comme ça. Regardez l'isolement de ces jeunes qui tout d'un coup, dans les fêtes, etc., sont ceux qu'on ne va plus du tout recevoir ou accompagner parce que c'est plus supportable tellement ils sont dysfonctionnants, en danger, suicidaires alors que même on ne sait même pas pourquoi et eux non plus. Donc il y a quelque chose de l'ordre de c'est plus possible. Donc on bascule dans le jeu fini. Le jeu fini du ne peut prendre comme je prenais naïvement. Alors heureusement, on les a, et notre génération a accompagné l'acceptation qu'on avait le droit d'avoir besoin de se shooter, qu'il fallait qu'effectivement il y ait des notions de sécurité. Vous avez vu d'ailleurs que c'est plus l'arrivée du sida, de l'hépatite C, qui a fait évoluer les mentalités. Hein, sinon, souvenez-vous, c'était d'abord, c'est bien de leur faute et compagnie. Ça traîne assez volontiers. Donc, dans cet espace, on a essayé de bricoler, d'accompagner. C'était révolutionnaire. Nous, on a, notre génération, la question de la douleur, la question de la fin de vie qui n'est pas encore réglée, vous vous rendez compte, dans notre pays. On a quand même les soins palliatifs. Et d'ailleurs, les soins palliatifs, pourquoi pas en addictologie? On n'a pas à faire une collection de gens qui sont des bien portants. On sont dans une notion de seconde vie.
je crois qu'il est essentiel, évidemment, d'accompagner. Notre métier, c'est d'accompagner. Alors, on n'est pas dans le même temps, on est d'accord. Mais alors, on a tellement vu des personnes qui, alors qu'ils étaient normalisés, en gros, bah oui, je consomme plus. Et derrière, vous entendez, je me fais chier. Alors, une fois qu'on a dit, j'ai fait une collection, ça fait un mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, on a parlé de la non-vie. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui va donner un espace, effectivement, vital, eh bien, je crois que c'est l'intermédiaire qu'il faut, cette espèce de notion transitionnelle de ce nouvel être, de cette personne, qui va être, je crois, il faut lui proposer de nouveaux jeux infinis. Et là, le créatif que vous évoquiez, c'est une notion d'espace infini, de surprise. J'étais même pas imaginé, je ne pouvais pas imaginer que j'étais capable de. Alors, il y a un autre problème, c'est qu'on doit être dans le vivant. Parce que nos sociétés, quand on en a la chance, voient l'excellence partout. Si vous écoutez de la musique, c'est de l'excellence. Si vous voyez tel acteur, si vous voyez même tel joueur, tel sportif, on aura parlé des Jeux Olympiques ici, hein, c'est de dire ils sont dans l'excellence. Commencez à courir et filmez-vous, vous allez dire c'est pas possible. Et pourtant, vous pensez d'être au summum de votre vivant. L'humilité de ce qui est le vivant, le spectacle vivant, tout ce que nous essayons de défendre, c'est ça qui fait cette vitalité qu'on trouve, pour certains, retrouve peut-être. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même la réalité de la toxicologie, du côté toxique de la plupart des produits, qui fait que vous êtes des fois avec des personnes qui ont 30, 25 ans, 30 ans, et qui sont déjà des personnes qu'on pourrait qualifier de vieillards. Franck Estel, qui est ici, anime un Résalcog, où on voit des personnes déficitaires qui ont fini par récupérer. Alors c'était des histoires de chasse, ah oui, il y a un tel qui dit ça, le docteur Ispar, machin, etc. Oui, de cette personne qui était tellement déficitaire qu'il était à distance ou qu'elle était revenue et qu'on a bien compris que le soin qui lui était proposé était très inadapté. Donc, en fait, maintenant, oui. Excusez-moi, je voulais être discret, j'oublie mes vies, je crois, et mes notes. Regardez. Non, on va conclure de toute façon avec vous, ce serait très bien. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, toute la proposition de l'accompagnement et du soin nécessite aussi qu'on soit beaucoup plus ajusté pour savoir à quel niveau est tel ou tel sujet. On a bien vu que la plupart, on a été dans quelque chose des fois bien tard, trop tard. Faire un travail psychique avec quelqu'un qui est tellement déficitaire, qui n'a plus de mémorisation. Ça aurait dû vous écouter plutôt que de faire les retours. Hein. Vous l'avez retrouvé, c'est bien. Donc voilà, pour conclure, peut-être qu'il faut qu'on conclue très simplement, pour dire que c'est la cohérence aussi de ces temps. Le temps du sujet, il a à être accompagné. Le travail que vous faites, la lecture effectivement qui doit être peut-être ouverte, le travail intergénérationnel, le travail des histoires familiales. À CAP 14, on a fait 2 fois la même enquête qui signifiait que d'un patient une personne qui vient à CAP 14, 1 sur 2 ont eu un des parents qui avait le même problème. Donc, si on n'a pas une lecture très très ouverte, familiale, de tout le travail que vous faites, de tout ce qu'il y a, ces interpénétrations entre les histoires, les traumatismes, etc., je veux dire, c'est une faute de ne pas l'accompagner, l'imaginer, l'ouvrir, d'oser pouvoir dire sa souffrance, c'est pas encore facile. Dans cette histoire ici de la CERMA, où on a 3 lignes, autour de 2 pour les plus jeunes, une autre pour stabiliser des personnes issues du soin avec des médiations de propositions culturelles, c'est ce qui va pouvoir ossifier cette deuxième vie pour certains. Pour d'autres, ça sera aussi des allers-retours. La question n'est pas stupide.
d'aller bien. La question est de savoir comment je peux être en lien avec les autres. Notre histoire a fait que on a vu surtout des personnes en partir trop tôt. Et oui, hier j'étais avec un de mes patients qui vient de sortir un livre autour des arts. Et dans cette histoire de jeux finis, de jeux infinis, une question lui a été posée sur c'est quoi l'art? Il disait qu'au fond, il ne savait pas, bien sûr, etc. Il disait peut-être, dans l'art, il y a quelque chose, alors je traduis à peu près ce qu'il disait, qui serait pouvoir signifier de la sensibilité infinie un objet fini. Modestement, c'est ce qu'on essaie de faire.